Bien, bah, écoutez, merci, merci beaucoup d'être présent cet après-midi pour fêter la 32e année du Salon international du livre de montagne de Passy, dont le thème cette année est l'arc alpin, mais dont le thème pourrait être aussi l'amitié d'une montagne, puisque nous recevons cet après-midi Pascal Bruckner. Pascal Bruckner, qui est membre de l'Académie Goncourt, qui a obtenu le prix Médicis Essai, le prix Redodo, et qui est l'auteur de certains livres cultes des années 70-80, notamment Le Nouveau désordre amoureux, qui était vraiment un livre tout à fait précurseur. Et cette année, donc, il signe Dans l'amitié de la montagne, qui est un petit traité d'élévation dont on a parlé l'autre soir, le jour de l'énumération, et qui est vraiment le livre d'un amateur de la montagne, d'un homme qui aime la montagne et qui la pratique pour son plaisir. Et puis, on en parlera peut-être tout à l'heure, il a, avec une dizaine d'autres auteurs, passé 3 jours et 3 nuits dans un monastère, quelque part dans le sud. Mais si l'amour est toujours le fruit d'une passion dévorante, l'amitié, elle, découle d'une maturation raisonnable. Et elle stimule les émotions, elle s'inscrit dans la durée et suppose toujours une fidélité à toute épreuve. Et la relation de Pascal Bruckner avec la montagne remonte à l'enfance, il nous le dira tout à l'heure, et ne s'est jamais démentie. Il tressaille à la vue des cimes enneigées, il frissonne, il s'enthousiasme, il transmet à ses enfants le goût de l'effort et partage avec eux la joie d'atteindre un sommet à leur mesure. Donc c'est vraiment un bonheur de s'élever au-dessus des contingences de la vie ordinaire, et ce besoin de montagne, il est présent à tous les moments de l'année. C'est uniquement dans les vacances, ou ça remonte très loin, ce besoin de montagne. Le besoin de montagne, d'abord, comme vous l'avez dit, c'est un accident autobiographique, c'est-à-dire qu'à l'âge d'1 an, j'ai été mis en sanatorium en Autriche, après avoir contracté un début de tuberculose, qui m'a été communiqué par un oncle, puisque la tuberculose, c'était comme dans toute la France, la maladie familiale. Beaucoup d'oncles et de grands-pères et de grands-mères en sont morts. Et contre toute attente, ce départ au sanatorium, d'abord en Autriche et d'abord en Suisse, et ensuite en Suisse, m'a réjoui. Évidemment, j'étais séparé de mes parents, ce qui devait être très dur, mais j'étais ravi de l'être, et j'étais ravi d'être dans un milieu inconnu. Alors, il se trouve que j'ai parlé allemand avant le français, et j'ai tout oublié depuis, pour des tas de raisons, mais c'était voilà, un environnement agréable, avec d'autres enfants, et puis comme la maladie n'était pas fatale, puisque je suis encore là aujourd'hui, elle était donc, je n'avais que les agréments sans les inconvénients. Et puis c'était la féerie de la montagne, puisque dans les années 50, il y avait encore de vrais hivers. Et là où j'étais dans le Fort Albert, dans Kleinwalsertal, la température pouvait tomber à -20, -30 pendant 15 jours, un mois. Et dans mon souvenir, les chamois, les chevreuils, les cerfs descendaient dans les villages pour recevoir du fourrage. Et à l'époque, l'Autriche, comme la Suisse d'ailleurs, étaient des pays où la faune était bien préservée. Aujourd'hui, la France s'y est mise aussi. Et donc, c'était l'émotion de voir des aigles, de voir l'hiver, voilà, de voir des animaux qu'on ne voyait pas en France beaucoup après la guerre. Et aujourd'hui, évidemment, ça n'est pas la même chose, puisqu'il y a des bouquetins, des mouflons, des gypaètes à foison dans nos reliefs, heureusement. Et c'est comme ça que l'amour de la montagne m'est venu, l'hiver comme l'été. Et cette pratique de la montagne, c'était plutôt la marche, la randonnée, ou c'était plutôt l'escalade, ou le ski, ou l'alpinisme? Moi, ça a d'abord été la marche, et puis le ski, et puis j'ai fait un peu d'alpinisme entre 14 et 17 ans, puis j'ai arrêté, et j'ai repris tardivement à 40. Donc j'ai un gros gap de presque 30 ans, où j'aurais dû évidemment m'exercer, mais je suis bêtement allé vers la chaleur, la lumière, et vers le sud. Et c'est un ami qui m'a redonné le goût de la montagne d'été, mais en fait, je n'ai jamais vraiment arrêté de rêver à la montagne, même si je n'y allais pas. Comme vous le disiez, je suis un amateur. Il y a quelques années, j'ai séjourné chez Jean-Christophe Ruffin, et le matin, en voyant les touristes arrivés du TMB, il a dit « Tiens, ça c'est le bidochon ». Voilà, le bidochon, et je me suis dit bah, « C'est moi le bidochon ». Voilà, je suis un bidochon à la montagne.
Je n'ai pas de qualification particulière. Je fais un peu d'escalade, un peu d'alpinisme, beaucoup de randonnée, mais je me classe d'emblée dans les rangs des touristes qui viennent des grandes villes et qui viennent à la montagne l'été, ce que vous appelez ici les Monchus, ou les Blagues dans les Alpes du Sud, mais ça ne me dérange pas. Il y a quand même une chose assez, un renversement assez étonnant dans notre perception du voyageur, c'est que jusque-là, les gens de la campagne ou de la montagne étaient vus par les citadins comme des gens malhabiles. Il y a toute une description du montagnard comme étant un être rustre dans la littérature. Et aujourd'hui, les rustres, c'est les Parisiens, c'est les Marseillais, c'est les Lyonnais. C'est eux, le regard s'est renversé. Et quand on fait de la montagne, notamment dans les Hautes-Alpes, on voit bien la manière dont on nous regarde. C'est-à-dire comme des gens dont l'équipement est tellement neuf qu'il sent encore l'usine, et qu'au fond, c'est fou le nombre de Parisiens qui veulent avoir l'air d'être des montagnards aguerris. Et voilà, c'est une des nombreuses métamorphoses du touriste, puisque le touriste est par excellence celui que l'on n'aime pas, celui auquel on ne veut pas ressembler. Le touriste, c'est toujours l'autre, mais finalement, le touriste, c'est soi-même. On est d'autant plus touriste qu'on veut échapper à la panoplie du touriste habituel. Et c'est une histoire qui remonte au XIXe siècle et qui aujourd'hui est assez... connaît ses ultimes métamorphoses. Le touriste est le bouc émissaire, mais on peut peut-être aussi parfois faire l'éloge du bouc émissaire, parce qu'il y a peut-être une dignité à être un bidochon. Oui, dignité ou pas, de toute façon, on n'y peut rien. Et à mon âge, je ne vais pas jouer les casse-cous, les voltigeurs. Le peu d'escalade que j'ai fait, j'ai surtout mesuré très très vite mes limites. Et donc, oui, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Du moment qu'on joue le jeu et qu'on n'essaye pas de se hausser du col, ça n'a aucune importance d'être voilà, qualifié comme ça. Ça n'est pas là-dessus que je joue mon destin, heureusement. Mais alors, une chose que j'ai remarqué quand même quand on va dans les refuges l'été et qu'on fait des sommets, même si c'est des sommets faciles, c'est qu'il y a quand même toute une hiérarchie se recréer en haute montagne entre les professionnels, les super grimpeurs, les athlètes et le reste de la population. Et on voit bien qu'il y a des gens qui sont très fiers de vous faire sentir à quel point ce que vous faites est simple, et ce qu'ils font eux est absolument inouï. De toute façon, quels que soient vos efforts, vous n'arriverez jamais à leur niveau. Donc, je l'accepte. Oui, l'année dernière, par exemple, j'ai fait la Pointe Percée avec un copain et un guide. Et quand on est redescendu, on est dormi en refuge à Grand Musset. Vous devez connaître. C'était un refuge. C'était une nuit assez éprouvante. Je veux dire que la nuit en refuge a été plus dure que l'escalade elle-même. Attendez, la promiscuité des gens, on était tous dans une pièce. Et quand on est redescendu le lendemain vers 17h, il y avait là un couple de jeunes gens, évidemment jeunes, beaux, élégants, et qui nous disaient: vous avez fait quoi? On vient de faire la Pointe Percée. Ils disaient: oui, c'est sympa, on est monté ce matin, on est déjà redescendu. Je me suis dit, c'est vraiment dégoûtant, parce que nous, je prépare ça depuis des mois, et eux, ils sont là, ils vont repartir en courant vers le Grand Bornand. Enfin voilà, donc on mesure en montagne l'inégalité des forces physiques, et en même temps, on mesure aussi autre chose. C'est, je crois, la capacité et le potentiel que nous détenons en nous, sans le savoir, et qui dépasse de beaucoup l'âge légal, l'âge civique, l'état civil. C'est-à-dire qu'effectivement, passé 70, on est supposé quand même être rentré dans la catégorie des croulant. Et en fait, ce qui est vrai, mais même un croulant peut avoir en lui des forces suffisantes pour grimper et pour découvrir en lui-même une puissance qu'il ne soupçonnait pas. Vous connaissez la phrase de Spinoza que Étienne Klein cite souvent: nous ne savons pas ce que peut un corps. Eh bien, c'est vrai que nous ne savons pas ce que peut notre corps réellement, et si nous nous en tenons aux avis des médecins ou des magazines, évidemment, on nous demande de nous économiser parce que tout excès peut être fatal, et en réalité, non. On peut entraîner un corps de telle sorte à ce qu'il reste
capable de beaucoup d'efforts physiques jusqu'au dernier moment. Je crois que le plus vieux guide vient de mourir en Suisse à l'âge de 94 ans, vous savez peut-être pas. Et on avait là tout à l'heure Claude Jacot qui a plus de 90 ans. Voilà. Donc, et donc effectivement, tous ces gens qui continuent à monter, à grimper, à faire du ski sont assez, je dirais, c'est presque des ambassadeurs dans cette contrée inconnue qu'est le temps à venir. Et donc, et là où le regard commun, en général, voit de l'effroi, eux, ils nous disent, ben non, il y a encore impossible. Il y a impossible heureux, et donc il n'y a pas à s'effrayer de vieillir, puisque du moment que l'on s'entretient et que l'on s'entraîne, il y a encore beaucoup de possibilités. Donc, voilà. Une des choses qui m'intéresse en montagne, outre la beauté des sites, c'est que c'est pour moi une manière de tester mes aptitudes et de combattre le temps, de combattre l'usure du temps. Et puis, il n'y a pas de hiérarchie à opérer entre les personnes qui grimpent. Je pense que chacun doit grimper à sa mesure, à chacun de trouver la façon de s'épanouir en montagne et d'y trouver du plaisir. Oui, bien sûr. Sauf sur les voies étroites. Oui, effectivement. Parce que là, oui, sur les voies étroites, vous avez toujours des gens qui veulent vous doubler, qui vous disent « poussez-vous, excusez-nous ». Qui ensuite vous envoient des cailloux sous leurs pieds. Mais oui, bien sûr. Alors, il y a des voies, il faut vraiment partir à l'heure pour éviter l'encombrement, mais sinon, la montagne juxtapose plusieurs familles d'amateurs qui ne sont pas hostiles a priori les unes aux autres. Et si on part du principe que la montagne est un espace de liberté, la montagne est ouverte aux fantaisies de tous les voyageurs. Donc, je pense que chacun doit pouvoir y accomplir son plaisir, son désir de montagne, son désir de grand air, son désir... Ah oui, alors ça, c'est la grande question du jour. Je disais hier dans le Dauphiné libéré qu'il allait falloir payer 15 000 € de caution pour gravir le Mont Blanc. Donc là, la fantaisie connaît des limites. Ce qu'il y a, c'est que voilà, la mer d'abord et la montagne ensuite sont soumises aujourd'hui à la loi des grands nombres. Et il y a une très jolie phrase d'un auteur italien qui s'appelle Calasso qui dit voyager, c'est la possibilité pour tous d'accéder à des lieux qui n'existent plus. Ça, c'est extraordinaire. Vous savez, par exemple, que les calanques de Cassis et de Marseille ne sont accessibles que par permis. Vous achetez votre journée plusieurs semaines à l'avance, sinon le site est fermé. Et donc, effectivement, en montagne, en haute montagne en tout cas, comme au bord de la mer, la démocratie touche à ses limites, qui sont des limites numériques, des limites physiques. Si tout le monde se précipite le même jour dans le même endroit, eh bien la plage devient un enfer où vous ne pourrez même pas accéder à la mer, et les montagnes sont bouchées par le nombre des gens. Et on parlait hier avec Olivier, ici présent, de la fameuse photo de l'Everest. Vous avez dû tous voir, on voit des colonnes de plusieurs kilomètres de personnes qui patientent à plus de 8000 mètres en attendant que le sommet se dégage et qu'ils puissent y accéder. Alors simplement, ce que ne dit pas la photo, c'est la gare Saint-Lazare sur le toit du monde, c'est que les gens meurent. Les gens meurent de froid parce qu'il fait -20, -30, ils laissent des déchets, et vous savez peut-être qu'il y a une alpiniste, une himalayiste, je crois que ça existe, qui s'est spécialisée dans le recyclage des déchets. Donc chaque année, elle redescend en plaine des tonnes et des tonnes de déchets de l'Himalaya et des différents sommets, tout simplement parce que les gens, évidemment, ne sont pas très soucieux de leurs détritus et les abandonnent sur place. Sans compter, et ça c'est une chose que les récits nous disent très bien, les cadavres dans la neige. Vous avez des Chinois, des Japonais, des Anglais, des Australiens qui sont morts là et qu'on laisse parce que les gens ne peuvent pas les ramasser. Donc vous grimpez en voyant tout d'un coup les yeux vitreux d'un alpiniste malchanceux. C'est typique, c'est très bon pour un roman policier. Je pense que pour ceux qui montent, c'est quelque chose d'un peu terrifiant. On est là au point d'aboutissement de cette tendance qui a consisté à industrialiser la montagne et à entraîner une surconsommation de
tourisme en montagne avec, semble-t-il, donc une indifférence face à ces problèmes environnementaux de base, parce qu'il y a vraiment une telle addiction à la grimpe que finalement le grimpeur, dans son idéal de pouvoir et de surexpression de lui-même, ne fait pas attention aux conséquences de ses actes. Oui, alors effectivement, il y a plusieurs phénomènes qui se sont cumulés. D'abord, le phénomène climatique, donc les montagnes deviennent tellement parcourues qu'on les saccage, qu'on les abîme. Il y a aussi une question économique, une question de profit. Pour les municipalités qui ont la chance d'avoir des sommets mythiques comme Chamonix, Saint-Gervais ou autres, c'est un gain énorme. On délivre des permis de monter l'été sans limite, parce que tout simplement ça fait gagner beaucoup d'argent aux habitants. Et donc il va falloir, dans les deux cas, je pense, restreindre l'accessibilité au sommet. Et je ne sais pas comment les montagnards, enfin les alpinistes vont prendre le fait d'être interdits d'accès dans certains sommets, s'ils ne vont pas essayer de contourner les interdits. Et comment ils vont gérer aussi le fait d'avoir un accident sans être secourus s'ils n'ont pas versé une caution antérieure au PGHM, donc aux secouristes. Et alors ça pose des problèmes gigantesques. Moi je vais en Haute-Savoie depuis extrêmement longtemps, et je vois qu'en dépit de la raréfaction de la neige, en dépit des avertissements, on continue à construire de façon sauvage sur tous les sommets, que ce soit au Chinaillon, au Grand Bornand, à la Clusaz, à Mégève, à Saint-Gervais, au Bétex, dans le Haut-de-Chamonix. Vous avez des grues, tous les étés, vous avez des grues, des gens qui construisent. Les lits froids se multiplient. Vous avez ces immenses résidences, je pense notamment au Chinaillon, qui sont vides, entièrement vides, ils doivent être remplis 15 jours par an. Et donc, c'est vrai qu'on se demande quelle est la raison de tout cela. Sinon, peut-être des ententes avec des promoteurs immobiliers qui construisent à tout va sans se demander si la construction est vraiment nécessaire. On a l'impression que la montagne est devenue un marché pour les investisseurs et puis bon, pour les personnes qui en vivent. Et puis qu'elle est aussi une usine pour ceux qui ont profession d'y travailler. Enfin, je dis que c'est une usine, pour reprendre l'expression de Jean-Christophe Ruffin dans son roman Les Flammes de Pierre, où il met en scène un personnage qui est moniteur de ski, et pour lui, aller skier tous les jours, ben, c'est un peu comme s'il allait à l'usine. Enfin, c'était cette image. Ah ben oui, ça c'est le grand rêve de l'après-guerre, hein. C'est-à-dire l'après-guerre dans laquelle j'ai grandi, c'est la découverte de la montagne, c'est les usines à neige l'hiver, et puis c'est un bon enneigement quand même pendant relativement longtemps. Et donc on allait à Flaine, on allait à Voriaz, dans toutes ces villes nouvelles qui aujourd'hui nous paraissent assez vilaines, surtout l'été, mais qui à l'époque étaient le comble de la modernité. Et donc ça a été porté notamment par les bronzés font du ski. On se disait, voilà, c'est l'épopée moderne, les 30 glorieuses, la possibilité pour tous d'aller à n'importe quel moment de la saison sur des pistes. Et c'était très agréable. Et puis aujourd'hui, on réfléchit effectivement aux conséquences de ce genre de choses. Je veux dire qu'à partir du moment où les pistes sont sèches à Noël, évidemment la saison de ski raccourcit, et les conséquences financières et climatiques des investissements fonciers en altitude deviennent plus compliqués, donc les stations doivent se reconvertir. Et pourtant, il y a une volonté du grimpeur qui est de partir en montagne pour s'échapper un peu de l'air vicié de la plaine. Voilà, je pense qu'il y a vraiment, dans la pratique de la montagne, il y a vraiment les planistes et les ascensionnistes. Alors les planistes, c'est ceux qui aiment les hauts plateaux, qui aiment marcher, qui découvrir la faune et la flore, croiser des marmottes et parfois des bouquetins. Et puis il y a évidemment celui qui aime la pierre, l'aridité. Et je veux dire, quand on est un marcheur de haut plateau, on est fasciné par les très hauts sommets. On veut y accéder. Alors bon, j'y suis allé quelques fois, j'essaie d'y aller au moins une fois chaque année. Même si c'est dur, mais
Parce que là, on a l'impression de défier les lois de la gravité. On descend en rappel, c'est merveilleux, on est content de l'avoir fait, mais c'est deux pratiques très différentes de la montagne. Une pratique douce, la montagne à vache, et une pratique plus exigeante, celle de l'ascension, de l'escalade, du risque maximum, et puis jusqu'à récemment du glacier. Mais aujourd'hui, les glaciers, évidemment, en fondent à toute vitesse, donc même ça devient plus compliqué. Enfin, ne boudons pas d'autres plaisirs, je pense qu'on pourra encore grimper pendant au moins la durée du XXIe siècle, dans d'autres conditions, avec plus de précautions, mais ce qu'il faut quand même dire globalement, c'est que c'est une jouissance extraordinaire quand on aime la montagne. Pour ceux qui détestent la montagne, moi je vis avec une femme qui déteste la montagne, donc pour elle c'est une corvée, donc je la laisse à l'hôtel et je grimpe et nous nous retrouvons le soir. Mais quand on aime ça, c'est voilà, le sentiment qu'on a au retour d'une journée, quand on en a plein les pattes, qu'on a les tibias cassés, le sentiment de plaisir et de s'être dépassé, quelque chose qui vaut toutes les voluptés, selon moi. Et toutes les félicités, puisque c'est le terme, je pense, que vous employez. Oui. Après l'effort considérable qui consiste à grimper. Oui, on peut prendre félicité, finalement, qui est un terme chrétien, la théologie catholique, volupté étant évidemment connotée de façon plus négative par les bons pères. Mais oui, c'est le sentiment de s'exaucer au-dessus de soi-même. Et puis surtout d'être monté voilà, au-dessus des plaines, et on voit le monde est tout petit, on se dit comment j'ai réussi à monter jusque-là. Maintenant, il va falloir redescendre, ce qui est un autre défi. Pas toujours facile, mais c'est... chaque année, je me lance ça comme une chose à faire, sinon je ne suis pas content de moi. Pourquoi monter puisqu'il faut redescendre ensuite? Voilà, exactement. Alors ça, c'est l'argument classique, et c'est tout à fait vrai. Je crois que la montagne est une métaphore de la vie. Nous naissons pour mourir, alors à quoi bon commencer à vivre, puisqu'un jour ça va s'arrêter, avec tous les hauts et les bas qu'on connaît une existence. Et quand on monte un sommet particulièrement dur, on se dit, mais à quoi bon? Pourquoi je m'inflige cette corvée? De toute façon, personne ne m'en sort à gré, parce que cette montagne, des milliers de gens l'ont fait avant moi, elle n'est même pas difficile, je n'en retirerai aucun prestige, et puis une fois arrivé au sommet, après un bref moment où je vais me restaurer et boire, je suis obligé de redescendre, et donc la montagne, c'est vraiment le mythe de Sisyphe. Mais comme disait Camus, c'est un Sisyphe heureux, c'est un Sisyphe qui non seulement est heureux d'entreprendre une tâche absurde, mais n'a qu'une envie, c'est de la recommencer le lendemain ou sur le lendemain, parce que c'est vraiment cela qui lui plaît. Et donc, voilà, la montagne est une belle métaphore de l'existence et de la beauté de cette passion inutile qu'est une vie. La vie est une passion inutile puisque nous mourrons, mais quel bonheur, enfin quel cadeau nous est fait par la destinée ou par Dieu, si l'on est croyant, de pouvoir au moins connaître cet intervalle de quelques années entre l'anéantissement et un autre, entre un anéantissement et un autre. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ce mot de Blondin, mais à propos du football, où il disait cet effort est absurde et inutile, qu'on leur donne un ballon à chacun et puis qu'ils nous foutent la paix. Chacun trouve son plaisir là où il le souhaite. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que pendant le mois de juillet, là, on a reçu un certain nombre d'invités pour préparer ce salon du livre de montagne. Et parmi ces invités, il y a eu Jean-Christophe Ruffin, qui lui est grimpeur, et puis Antoine Debac, qui est marcheur. Et alors, c'est deux conceptions tout à fait différentes de la montagne. Parce que Antoine Debac, qui est historien, il marche en moyenne montagne, là, pour retrouver la trace de l'histoire, pour retrouver la trace des anciens qui ont marché dans ces mêmes pas, alors que le grimpeur, et Jean-Christophe Ruffin l'expliquait très bien, grimpe pour, si possible, dans le meilleur des cas, mettre ses pieds, ses mains, là où personne auparavant ne les a mises, avec aussi tout un parcours, le fait de monter, de fuir quelque part ce que Michelet appelait, je crois, l'esprit grossier de la plaine, pour justement
retrouver une sorte de paix intérieure. Oui, alors je crois que la différence entre la grimpe et la marche, c'est qu'en grimpant, on a un objectif. On fait un sommet. Alors, je ne suis pas sûr que les gens n'aient jamais mis les pieds et les mains sur le sommet, puisque aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sommets qui ne soient pas parcourus. Et les plus grandes cimes du monde ont été gravies par des alpinistes. Donc, mais c'est pas tellement faire ce que personne n'a jamais fait avant nous, parce que là, moi, j'en suis incapable, mais essayer de faire au moins ce que quelques-uns ont déjà bien fait, et se donner comme but d'y arriver. Et donc pour ça, moi, j'ai un guide qui m'aide, que je connais bien depuis longtemps, qui a mon âge, et donc nous sommes à peu près à un niveau égal, sauf que lui a une expérience que je n'ai pas. Et donc grimper avec une intention, ça change tout, parce qu'on peut marcher pendant des kilomètres, on fait une boucle, et puis on rentre, mais on est content de dire, bah, ça je l'ai fait, voilà, c'est fait, je le referai peut-être un jour, la prochaine fois je ferai autre chose. Et c'est cette idée d'une intentionnalité qui guide l'effort du grimpeur. Et puis il y a aussi le fait que la montagne résiste. C'est ça que j'aime dans la montagne, justement, c'est qu'au fond, on sent ses jambes, on sent son dos, ses mains. Au fond, tout ce qui est facile n'a aucune valeur. Hein. Tout ce qui est gratuit ne vaut rien. Tout ce qui est facile n'a aucune valeur, puisque ce qui est facile, tout le monde peut le faire. Ce qui est difficile, tout d'un coup, vous hausse dans une autre catégorie d'êtres humains, qui sont ceux qui veulent, non pas se hisser au-dessus des autres, mais au moins se hisser au-dessus d'eux-mêmes, au-dessus de l'idée qu'ils ont d'eux-mêmes. Et c'est ça, je trouve, la beauté du geste et voilà, la grandeur d'une certaine forme, soit d'ascension, soit de randonnée. Alors Antoine Debac, c'est un historien, donc j'avais lu son histoire des Alpes, qui était très intéressante, et Jean-Christophe, je le connais depuis 1984, puisqu'on était ensemble au Soudan et ensuite en Éthiopie. Mais effectivement, lui est plutôt un grimpeur, et moi j'essaye, à ma modeste échelle, de concilier les deux, si je peux, mais voilà, moi, quand je suis au pied d'une montagne, j'ai tout de suite envie d'y aller. J'ai une sorte d'appel, d'appétit de grimper les pentes. Et je ne peux pas rester en place quand je vois les premières neiges qui tombent, les sommets. Il y a là quelque chose qui me convoque. C'est comme une convocation, comme si la montagne me disait essaye si tu peux. Et donc, tant que j'aurai cette démangeaison de grimpe, je resterai encore vivant. Alors peut-être qu'un jour, effectivement, je ne pourrai plus, donc là, je resterai dans la plaine. Mais bon, pour l'instant, tant que l'esprit y est, il faut que le corps suive. Et c'est ça, il faut que le corps suive, hein, c'est-à-dire que l'âge n'est pas une excuse. Bon, j'ai un certain âge, je vois beaucoup de mes copains qui ont renoncé. Ils ont renoncé à beaucoup de choses, la course, la marche, le sport. C'est pas une excuse parce qu'au fond, on peut toujours s'arracher à sa propre inertie. L'inertie, c'est quelque chose qu'on porte en nous, inévitablement, les maladies, la fatigue, le temps qui passe, les contrariétés. Bon, on a mille raisons de ne pas bouger, ou de rester immobile, tout simplement parce que le temps fait peser sur nos épaules un certain fardeau. Mais justement, la montagne, c'est pour moi quelque chose je le redis, qui m'appelle à me dépasser. C'est un appel de la montagne, évidemment, avec un besoin d'effort pour la beauté de l'exploit ou pour la contemplation de paysages sublimes. Oui, alors c'est plusieurs choses. Alors, vous avez par exemple un alpiniste comme Eri De Luca, qui est un auteur italien, ancien brigadiste, qui ne cesse d'expier en altitude ses égarements de jeunesse. Un très grand auteur, un auteur magnifique, chrétien fervent. Pour lui, la montagne, c'est un exercice solitaire. Et quand il rencontre un autre alpiniste, en général, c'est soit un policier qui vient le traquer, soit un mouchard qui vient dénoncer un de ses anciens camarades à la justice italienne. Mais je trouve que dans les aventures de montagne, la beauté, c'est d'abord l'amitié. On fait ça avec d'autres gens, avec des copains, ou en famille. Et
et c'est le plaisir de l'accorder, c'est le plaisir de la nuitée en refuge, donc c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du plaisir solitaire. Et puis effectivement, ce qui couronne le tout quand on arrive à un sommet, quand on monte, c'est la contemplation des cimes, qui évidemment, là aussi c'est un plaisir inépuisable. C'est-à-dire que quel que soit le point de vue, le paysage change en permanence, la cabane que vous avez quittée le matin est devenue un point minuscule, et petit à petit vous rentrez dans un royaume minéral où l'inhumanité grandit, où il n'y a que des aigles ou des choucas, et même là il y a quelque chose dans la négation de l'être humain qui est absolument extraordinaire. Et donc la montagne, c'est un peu le règne de ce que le XVIIIe siècle appelait le sublime. C'est-à-dire quelque chose qui dépasse en proportion tout ce que l'être humain peut comprendre. Et donc le grand changement dans notre perception de la montagne, c'est la Renaissance, c'est-à-dire que jusque-là, les montagnes, notamment les Alpes et notamment le Mont Blanc, étaient des lieux effroyables, peuplés par des esprits monstrueux, et l'Église interdisait aux fidèles d'aller sur les glaciers parce que on disait que les glaciers étaient peuplés des âmes damnées qui hurlaient la nuit et qui tiraient les vivants vers le royaume des morts. Et puis les premiers grands grimpeurs, je crois des bourgeois suisses de Genève, de Fribourg, de Berne, et puis ensuite des Savoyards, il y a Balmain, puis ensuite il y a Saussure, ont escaladé le Mont Blanc et ont vu que ces montagnes maudites pouvaient être aussi des montagnes magiques. Et à partir de ce moment-là, on a apprivoisé le royaume de l'interdit et on en a fait un objet d'étude, un objet d'émerveillement, un objet de peinture. Toute la peinture romantique, justement, c'est sur la beauté tragique de la montagne. Et à partir de ce moment-là, nous avons domestiqué cet espace sauvage, mais qui reste sauvage quand même pour nous, puisque la montagne, c'est un lieu où on meurt chaque été et chaque hiver, quelles que soient les précautions qu'on prenne. Oui, c'est un lieu à la fois magnifique et maléfique. Voilà, c'est ça, exactement. Qui qualifiait la montagne comme cela. Mais cette notion du sublime n'était pas partagée par tout le monde, parce que Gide s'en moquait beaucoup. Oui, alors Gide, oui. Alors Gide était un protestant qui détestait le protestantisme, et il dit de la Suisse que ça sent la morale de sapin, et qu'il préfère de beaucoup l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie, le palmier, que pour lui le sapin c'est l'arbre de la mort et de la pénitence. Bon, on sait que Gide avait des mœurs particulières qui lui auraient valu aujourd'hui peut-être les foudres d'un tribunal, mais Gide dit très bien effectivement l'opposition au début du XXe siècle entre la montagne qui induit une morale de l'effort et la Méditerranée qui est une morale du plaisir. Donc c'est un sensualiste et il vomit donc la Suisse et la morale helvétique, le capitalisme calviniste, protestant. Mais c'est vrai que quand on aime la montagne, on ne peut pas s'empêcher quand même de chérir une éthique de la souffrance nécessaire, parce que monter, c'est souffrir. Mais c'est une souffrance qui est mise au service de la jouissance. C'est ça justement le tour final, c'est-à-dire que évidemment on va en baver, évidemment on va transpirer, on va avoir mal, mais au final c'est pour une telle joie qu'on ne regrette pas du tout ce que l'on a fait. Je ne connais qu'une chose de la correspondance de Gide, mais c'est une lettre à Pierre-Louis de 1890, donc ça remonte, où il lui écrivait de Genève « Les montagnes m'embêtent, c'est beau comme la Suisse, et il n'y a aucun paysage que peindre, j'aurais voulu peindre. » Oui, ben là c'est vraiment deux tempéraments. D'abord, Gide, je vous rappelle que Gide c'est le premier qui a écrit le premier manifeste homosexuel en 1920-1925, qui lui a valu les foudres de la bonne société de l'époque. Alors Gide était... et donc, effectivement, en Suisse, il ne pouvait pas trouver un terrain propice à ses penchants, et donc il allait en Afrique du Nord, où il était plus célébré. Vous connaissez le mot fameux d'André Gide,
Donc je crois que c'est à Bida en Algérie, il couche avec un jeune garçon, et moyennant argent, et il dit au jeune garçon, tu sais comment je m'appelle? Le jeune garçon il dit non, il dit souviens-toi bien de mon nom, Paul Claudel. Qui était donc un poète catholique, extrêmement strict. Bon, évidemment, c'est génial. On ne peut pas ne pas rire, même si c'est assez méchant. Mais alors voilà, donc la montagne est austère, c'est incontestable, elle est austère, mais cette austérité, justement, on peut la transformer en occasion de réjouissance. On n'est pas obligé d'y voir simplement une condamnation de l'être humain. Et moi j'aime beaucoup la Suisse et j'aime beaucoup la Haute-Savoie. Pour moi la Haute-Savoie c'est un peu la Suisse française. C'est une mentalité très proche. Voilà, j'allais dire c'est propre, mais oui quand même, oui c'est important. Quand on vit à Paris, voilà, les paysages sont beaux, et les chalets sont bien entretenus. Et j'ai vécu en Suisse plusieurs années aussi, donc c'est un pays que j'aime beaucoup. Même si je n'aimerais pas y vivre en permanence, mais c'est quand même j'aime la rigueur calviniste à côté du bordel français. Mais j'ai besoin des deux en même temps. Et juste le calvinisme tout seul me serait lourd. Mais oui, vous avez raison d'opposer la Suisse, André Gide à la Suisse. Mais alors, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est aussi que jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, quand les voyageurs passaient le col du Saint-Gothard, on leur bandait les yeux pour ne pas voir les précipices, parce que pour eux c'était un spectacle tellement effroyable que les précipices leur auraient gâché le voyage. Et donc la montagne était pour eux un lieu effroyable. Et j'ai lu il y a 6 mois le journal de Hegel dans son voyage de l'Oberland bernois. Et ce journal de Hegel a été traduit par un philosophe belge, qui l'a traduit en français et qui a refait le même trajet. Et on s'aperçoit que Hegel, qui est donc le grand philosophe du XIXe siècle allemand, va en montagne en se demandant si la montagne peut donner lieu à une esthétique nouvelle par rapport au romantisme. Et alors il arrive au sommet d'un glacier, je crois que c'est dans la région de Grindelwald, il voit le glacier et il dit c'est ça, c'est cela. C'est-à-dire il n'y a rien dans la pierre, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit. La pierre n'est que de la pierre, la nature n'est que pure minéralité, et il se détourne de la montagne, il n'y retournera jamais. Donc il fait un voyage à l'âge de 22 ans, il n'arrive même pas à comprendre le patois Schweizerdeutsch des guides, mais ensuite, donc, pour lui, la montagne n'est porteuse d'aucune espèce de message esthétique. Alors au contraire, le romantisme allemand, le romantisme français, et puis aussi beaucoup de romantiques écossais et anglais viendront faire leur grand tour en Suisse, en Haute-Savoie et ailleurs, parce que pour eux, c'est un nouveau continent. Et on oublie aujourd'hui, parce que tout est facilement accessible, on oublie que les Alpes ont été pour nos ancêtres qui vivaient dans les plaines, la découverte d'une Atlantide nouvelle. C'est un royaume du haut. Donc la mer était déjà un phénomène inquiétant, mais le royaume du haut, on a mis 2 siècles à le découvrir. Aujourd'hui, je crois que notre principal souci, c'est de le protéger, c'est de le protéger de l'appétit des humains et parce qu'en montagne, on est faible individuellement face à un massif, mais collectivement, c'est la montagne qui est faible face à nous. Nous avons la capacité, en foule, de souiller un massif ou une chaîne d'altitude. Et donc, notre perception de la montagne change. Mais ce passage de l'effroi au sublime, je trouve que c'est un moment passionnant sur le plan esthétique. Et sur un plan esthétique, ce que vous venez de dire renvoie au tableau de Carl Gaspar Friedrich, le voyageur face à la mer de nuages, qui est extrêmement émouvant et qui montre un aspect très idéalisé de la montagne. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, oui, exactement. Alors, dans la perception romantique de la montagne, il y a plusieurs éléments. Il y a les pires et les meilleurs. Alors, les meilleurs, c'est l'individu qui monte pour s'éloigner de la foule, qui découvre sa solitude tragique face à une nature qui peut l'écraser.
Et puis, vous avez aussi la version nietzschéenne. Il se trouve qu'il y a 2 ans, j'étais à Sils Maria, c'est en Engadine, en Suisse. Et à Sils Maria, il y a la maison de Nietzsche. Parce que Nietzsche a vécu là quelques années avant sa mort. Et c'est assez étonnant de voir cette maison. C'est un beau bâtiment. Mais d'abord, extérieurement, on a l'impression d'être dans la revue Maison et Jardin. Parce que c'est très coquet, c'est joliment décoré. Et à l'intérieur, il n'y a que les témoignages de sa sœur, qui, comme vous le savez, était grande sympathisante du national-socialisme et qui a beaucoup fait pour que les nazis s'accaparent la pensée de Nietzsche, et notamment son éloge de la brute blonde, du surhomme, son dédain de la foule, des moutonniers. Et quand on découvre la chambre de Nietzsche, en réalité, c'est une toute petite chambre avec un bureau, une cuvette, il y a un petit lit avec un sommier cassé. Et ce qu'on apprend sur le séjour de Nietzsche à Sils Maria, et là on est toujours dans la suite du romantisme, c'est qu'en réalité, à l'époque où il est venu, c'était quelques années avant sa mort, les gamins du village s'amusaient à renverser du gravier dans son parapluie. Quand il ouvrait son parapluie, le gravier lui tombait sur la tête et tout le monde se moquait de lui. Et alors quand on lit certains textes de Nietzsche, on se dit, cet homme c'était un chamois, il grimpait sur les sommets, parce que voilà, c'est Zarathustra, tu regarderas la plaine de loin, et tu viendras apporter le message au troupeau misérable des humains. Et en réalité, Nietzsche faisait le tour d'un lac, et il y a le rocher de Nietzsche. Le rocher de Nietzsche, c'est un bout de caillou sur un lac à 2000 mètres. Bon, j'étais avec des étudiants français là, ils disaient, mais c'est ça le rocher de Nietzsche? On s'attendait au moins à un pic gigantesque. Et alors, il me semble que l'un des versants possibles du romantisme, c'est ce culte du surhomme, mais c'est un surhomme qui est un peu surévalué et survitaminé, parce qu'en réalité, on s'aperçoit que le Nietzsche du surhomme, c'est un vieux monsieur fatigué qui prétend soulever les foules amorphes, mais qui en réalité lui-même est arrivé un peu au bout de ses forces. Et j'ai compris pourquoi je n'étais pas nietzschéen. Enfin, j'ai une très grande admiration pour ce philosophe qui était génial, mais qui, par certains de ses aspects, me fait penser au film d'Orson Welles, Ce troisième homme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ce film, à un moment, ça se passe à Vienne, donc en pleine guerre froide, et Orson Welles est sur une grande roue, et, sur le Prater à Vienne, et il regarde la foule et il dit, tu vois, des hommes, finalement les hommes n'ont aucune valeur, ce sont que des fourmis à nos pieds. Et alors effectivement, on peut aussi voir la montagne comme une manière de s'écarter des fourmis et de se dilater ses poumons et son esprit aux dimensions des plus hauts sommets. Mais en réalité, ce nietzschéisme-là n'est pas le mien. Personnellement, ça n'est pas quelque chose qui me transporte, parce que moi, en montagne, je me sens au contraire tout petit et je n'ai pas du tout le sentiment, aucun sentiment de supériorité, loin de là. Donc voilà voilà pourquoi on peut partir de Karl Friedrich et aller vers Nietzsche. Mais donc aujourd'hui, les paysages de montagne, quand ils sont peints, c'est plutôt des paysages, c'est plutôt des natures mortes ou des peintures de paysages alpestres. Ou bien alors des scènes de drame, car on voit beaucoup alors sinon de peinture ou de dessin, mais beaucoup de photographies qui montrent tous les drames qui font l'actualité de la montagne, et cela renvoie à une évolution non pas des mœurs, mais une évolution de l'histoire, et qui touche peut-être un peu à la fin de cette histoire de la montagne, à cette fin de la conception de montagne immuable, puisque là, il y a quelques années, le petit Dru a perdu une partie de son nez, il y a des pierres qui dévalent sans arrêt, et ce paysage que l'on croyait immuable depuis la nuit des temps commence à montrer des signes de grande fragilité. Et psychologiquement, est-ce que ça, et sur le plan philosophique, est-ce que ça peut avoir un impact sur, non pas tant les pratiques, mais sur la perception qu'on peut avoir de la montagne?
Ah bah oui, je pense que la montagne, c'est cette barrière formidable dont il faut prendre soin un peu à la manière dont on prend soin d'un enfant. C'est ça le paradoxe hein, aujourd'hui de celui qui se promène en montagne ou qui grimpe, c'est qu'il se sent infiniment fragile, minuscule, microscopique, et en même temps, ce paysage, il doit en tenir compte et il sait qu'il peut disparaître pour ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Et donc, c'est cette ambiguïté que nous ressentons tous. Alors, sur le plan personnel, l'éthique minimale, c'est de ramasser ces déchets, les papiers gras. D'ailleurs, je note qu'il y en a moins depuis quelques années, alors que dans les bords de mer sont souillés de bouteilles en plastique, de canettes de soda, de papier gras. Ça, malheureusement, l'éthique collective n'est pas encore parvenue à ce niveau-là. Mais oui, notre représentation de la montagne, vous avez raison sur les peintures, la montagne, c'est le lieu de la catastrophe aussi. Et quoi qu'on dise, cette catastrophe nous horrifie, nous fascine. Et quand on va dans les refuges ou quand on va dans les grands hôtels en altitude, je pense au Mont-en-Vert ou à d'autres grands hôtels, on voit il y a des peintures de gens qui tombent. En fait, c'est ça, la terreur, c'est de tomber. C'est de chuter, c'est la crevasse qui cède. Alors le polar et le roman fantastique sont pleins de ces histoires-là. Jean-Christophe Granger avait fait un très bon livre il y a une dizaine d'années sur des gens qui étaient prisonniers dans une crevasse et qu'on retrouvait. Et Bernard Minier aussi a fait un polar que j'ai adoré, que j'ai lu l'année dernière, qui se passe dans les Pyrénées, où on trouve des têtes de cheval en haut d'un téléphérique, des têtes de cheval gelées qui regardent les voyageurs. Donc il y a une dimension fantastique dans la montagne. Ne serait-ce que dans l'amplitude des températures. On apprend qu'il fait moins 40 au sommet du Mont Blanc, on se dit, waouh, si j'étais là-haut, je gèlerais. Et ce qui est extraordinaire, c'est à la fois cette sensation d'inaccessibilité, le fait que les hommes y arrivent. J'étais il y a un mois au Mont Aiguille, dans le Vercors, et vous savez que le Mont Aiguille, c'est la première escalade jamais enregistrée dans l'histoire de l'alpinisme. C'est en 1492, et 1492, c'est 3 dates. C'est la reconquête de l'Espagne avec Isabelle la catholique et l'expulsion des Juifs d'Espagne. C'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et c'est la première escalade en France par Antoine de Ville sur ordre du roi Charles VIII. Le roi Charles VIII donc, arrive à Grenoble, il va dans la plaine de Chichiliane, il installe son camp et son armée, et il ordonne à son lieutenant d'escalader la montagne. Et à l'époque, donc c'était pas d'escalade, mais on appelait ça de l'échalade. Donc c'était par échelle. Ils prennent la voie normale qu'on prend aujourd'hui. Ils ont mis, je crois, 2 semaines à grimper, avec des bivouacs entre chaque étape. Et ils sont restés 1 mois au sommet, puisque le Mont Aiguille, c'est un immense plateau de plusieurs kilomètres de long, où les petits avions peuvent atterrir, où il n'y a aucune vie. Mais c'est étonnant de savoir que les gens sont montés en redingote, en haut de chausse, avec des serviteurs, évidemment. J'imagine que beaucoup sont morts et sont tombés, mais qu'à l'époque, donc, pour la première fois, l'être humain a décidé d'affronter ce qui paraissait le comble même de l'impossible. Donc c'est assez, je trouve que c'est une très belle histoire de penser que là où nous crapahutons aujourd'hui, il y a eu des hommes qui sortaient du Moyen-Âge et qui ont décidé de sortir aussi de l'univers clos médiéval, qui était soumis à la physique aristotélicienne, aux interdits de l'Église. Et le roi a dit non, mes hommes iront au sommet, ils y sont allés. C'était une conquête utile pour la gloire du royaume. Et Antoine de Bac, dont on parlait tout à l'heure, en fait un récit extrêmement brillant dans son dernier ouvrage qui s'appelle Ma forteresse, et qui relate de sa traversée du Vercors, avec à chaque étape, effectivement, des connotations historiques. Il remet dans un contexte historique chacune de ces étapes. Et dans le Vercors, Dieu sait qu'il y a depuis, je veux dire, cette aventure d'Antoine de Witt jusqu'au combat de la... Ah oui, c'est une région sublime que je connaissais mal, et c'est vraiment extraordinaire, le Vercors.
à faire, mais pas trop nombreux, parce que sinon... Mais enfin, c'est vide, il n'y a personne. Hein. Le petit accord est entièrement vide. Et au mois de juillet, il faisait 0 degré le matin. Je suppose que c'est un microclimat assez particulier. Assez particulier. Dans la montagne, donc, on a l'impression qu'il y a eu de tout temps une volonté de domination, alors que désormais il y avait une tentation en tout cas de domination, et maintenant il y a une volonté de protection de cette montagne. Et dans votre texte, dans l'amitié d'une montagne, vous dites que beaucoup de termes sont des termes qui sont liés à cette tentation de dominer un élément qui peut apparaître hostile. Oui, c'est-à-dire que quand j'avais 14 ans, j'allais dans les refuges de Loisan. C'est vrai que le langage à l'époque, c'était un langage de testostérone. La montagne était réservée aux garçons, c'était un truc de mec. On voyait peu de femmes. Or, ce qui a changé, me semble-t-il, en 20 ans, ce que je vois de plus en plus, c'est que la montagne devient mixte. Il y a de plus en plus de femmes, même seules, qui grimpent. Il y a évidemment des grandes alpinistes comme Catherine Destivelle, Stéphanie Baudet et beaucoup d'autres qui ont fait des livres, mais ça n'est plus du tout... les refuges ne transpirent pas la testostérone comme ils le faisaient avant, sauf évidemment quand on est coincé dans des pièces à 12. Alors là, c'est l'être humain dans son côté le plus animal. On peut aimer à condition de ne pas en abuser, mais il y a cette volonté de domination. Oui, a fait place à une certaine forme de respect, c'est-à-dire qu'on peut évidemment essayer de passer à tout prix, de vaincre un sommet, mais en fait, c'est encore une fois, je le répète, cette victoire, ce n'est pas une victoire sur la montagne parce qu'on n'a rien conquis, c'est une victoire sur soi-même, sur sa propre faiblesse ou sur sa propre peur. Et moi, je suis quelqu'un qui a très vite peur en montagne, et je suis toujours, c'est vraiment un jeu, voilà, c'est un jeu. Avant, je suis terrorisé, et ensuite, je suis soulagé. Mais ne pas avouer qu'on a eu peur avant, je crois que c'est peut-être un peu tricher avec soi-même, parce que quand on est placé face à quelque chose de difficile, il n'est pas vrai qu'on y va les mains dans les poches en sifflotant, en se disant je vais y arriver, et si je n'y arrive pas, je suis nul. Non, il faut aussi accepter de renoncer. Ça m'est arrivé quelques fois et j'en ai aucune honte à l'avouer. Mais voilà, la domination, c'est surtout dominer ses propres passions. Et aujourd'hui, oui, la protection doit, je pense, l'emporter sur l'avidité à explorer à tout prix. Et donc, je pense que malheureusement, pour les jeunes générations, les interdits vont se multiplier en haute montagne. C'est-à-dire que les sommets devront être soumis à des règles d'accessibilité strictes, et que donc il va falloir s'inscrire 2, 3, 4 ans à l'avance pour faire l'Everest, pour faire l'Annapurna, pour faire le massif du Mont Blanc, et que la facilité avec laquelle on pouvait aller n'importe où, à n'importe quel moment, quel que soit le nombre, cette facilité-là est finie. C'est vrai que dans la région, il y a des sites qui sont bondés de monde. On aperçoit, un peu comme la Joconde à Paris, vous ne voyez même pas le tableau, vous voyez que la tête des gens qui essaient de regarder qui regardent la nuque des gens qui essaient de regarder le tableau. Donc ça va devenir même donc des règles d'approche beaucoup plus strictes. Ce qui est curieux, c'est qu'on est passé d'une société ludique avec cet engagement vers une montagne plaisir à une société où l'ère de la précaution, où la précaution est vraiment au premier plan. Et les responsabilités ne s'engagent pas totalement de la même façon. D'un côté, on cherche des responsables partout, et d'un autre côté, chacun essaie de fuir ses propres responsabilités. Ah oui, ça c'est un autre débat. C'est vrai que si vous avez un accident en montagne, vous pouvez toujours intenter un procès à la commune sur laquelle se situe le sommet, en disant vous n'avez pas prévenu que, en raison de la fonte du permafrost, tel rocher risquait de se détacher. C'est vrai que vous aurez toujours la possibilité de faire un procès, mais là, il faudra de très bons avocats pour plaider votre cause, surtout si vous êtes en mauvais état. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, l'éthique de l'alpinisme ou de la randonnée,
c'est une éthique qui fait du marcheur individuel ou du grimpeur une personne qui, avant tout, doit se soucier de sa sécurité, mais respecter l'environnement. Vous avez des panneaux partout, même vis-à-vis des animaux, des troupeaux, des vaches, des chèvres. Et puis il n'y a plus cette folie qu'on a eue peut-être après la guerre de vouloir décimer à tout prix tout ce qui bougeait, tout ce qui volait. La France est engagée dans une protection de la faune animale et qui pose un certain nombre de problèmes. Je pense au problème du loup et de l'ours. L'ours dans les Pyrénées, le loup dans les Alpes, et qui évidemment, selon que vous êtes berger ou randonneur, n'est pas vu de la même façon. Il y a quelques années, on était dans le Mercantour et j'ai parlé avec un berger qui, lui, avait vu une brebis, enfin un agneau de 2 mois être emporté par un loup devant chez lui. Et il m'a dit, si ça avait été mon fils, le loup serait parti avec mon fils. Ce qu'il voulait, c'est un gigot, il ne faisait pas de discrimination dans la viande. Et donc, la question du loup reste une question éminemment sensible, et je dirais même explosive, entre partisans du loup et partisans d'un abattage sélectif. Donc chaque année, on a les mêmes polémiques. Alors évidemment, moi en tant qu'urbain, j'adore les loups. Je trouve ça magnifique. J'en ai beaucoup vu en Roumanie, j'en ai vu dans le Wyoming. J'ai cru en voir ici à la Jumelle, enfin dans le Briançonnais. Si ça se trouve, c'était juste un chien qui trottinait loin devant nous. Enfin, les loups sont là, tuent les moutons, et c'est un animal redoutable, extraordinaire. Vous savez, j'avais lu l'histoire d'un alpage, je crois que c'était dans le Mercantour ou dans les Hautes-Alpes. Les bergers avaient décidé de mettre un enclos grillagé pour protéger les moutons et les brebis. Je crois que c'était à 2000 ou 2200 mètres, avec un grillage très fort, en se disant cette fois les loups n'y arriveront pas. Et ce qui s'est passé, la chose suivante, plusieurs meutes de loups se sont rassemblées autour de ce qui paraissait un festin extraordinaire, et ils ont commencé à affoler les moutons. Et donc ils ont hurlé à la mort, et donc le mouton étant un animal qui ne réfléchit peut-être pas beaucoup, les moutons se sont précipités en masse vers un angle du grillage. L'effet de nombre a provoqué l'effondrement du grillage, les moutons se sont libérés et ont couru vers la liberté, c'est-à-dire vers la mort, et donc les loups ont par une tactique mais qu'on ne peut pas qualifier autre que géniale, c'est très utilisé dans l'art de la guerre, les loups n'ont eu qu'à se servir. Ils ont mangé à peu près tous les moutons, ils ont tué les autres, et au matin, les bergers ont découvert ça, évidemment furieux et étonnés. Donc ça fait partie de la légende des loups, évidemment un animal magique, mais quand même très problématique quand on essaye d'élever des moutons en altitude et que l'on en retrouve régulièrement égorgés chaque matin, ou en tout cas chaque semaine ou chaque mois. Donc je comprends parfaitement le point de vue des bergers de vouloir abattre au moins les loups qui menacent leur troupeau. Donc là-dessus, je crois qu'il ne faut pas avoir un romantisme citadin qui est tout à fait compréhensible, mais ce n'est pas nous qui vivons au jour le jour avec la menace du canidé, si intelligent soit-il. Et il y a tout un romantisme du loup. Enfin, je veux pas prendre trop la parole, mais c'est à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, que, sous l'impulsion de Jack London, le loup est devenu un personnage humain, incarnation de la sauvagerie humaine. C'est un des grands thèmes du 19e siècle, et que la civilisation a tué en chacun d'entre nous le barbare profond, qu'il faut ressusciter. Et pour Jack London, Cro-Blanc ou l'appel de la forêt, le loup, c'est précisément la bête qui éveille en nous des sentiments primitifs profondément enfouis que nous devrions retrouver. Et donc, Cro-Blanc, c'est donc ce loup apprivoisé qui retrouve ensuite ses frères. Et donc, pour beaucoup d'animalistes, en général qui vivent dans les grandes villes, la beauté du loup, sa sauvagerie, c'est la liberté qu'il manifeste contre les lois humaines. Lui, il ne suit pas les lois, alors que le chien, c'est un loup domestiqué. Et donc, dans la lupomanie sentimentale
que nous manifestons aujourd'hui. Et je dirais que c'est la même chose pour moi. Quand je vois une meute de loups, j'en ai vu très peu, on s'est dit, mais c'est formidable, cet animal est libre, il peut parcourir 200 km dans une journée, sauf qu'évidemment, dans un monde civilisé, la cohabitation du loup et des fermes et des élevages n'est plus tout à fait facile, de la même façon que les centaines de milliers de sangliers qui maintenant peuplent non seulement nos propriétés dans le sud, mais les plages. Vous avez vu que les sangliers galopent sur les plages en Corse, on les voit dans le Midi, il y a quelque chose de problématique. Donc il va falloir repenser même notre rapport à l'animalité sauvage, qui devient difficile quand elle prolifère. Oui, tout à fait, c'est un problème d'équilibre et un problème aussi d'expérience de cette démesure que l'on constate souvent en montagne. Et si le loup ne mange pas forcément toujours à sa faim, il n'a pas de collier, comme le chien de la fable. Et là, on a fait allusion, vous avez fait allusion à Jack London, mais on a vraiment le plaisir d'avoir son biographe dans la salle, Olivier Weber, qui a signé chez Paulsen une très belle biographie de Jack London qui montre toute la complexité, toute la richesse du personnage, un personnage qui a été vraiment, sinon cabossé par la vie, du moins qui a sublimé tous les problèmes qu'il a pu rencontrer dans son enfance et dans sa jeunesse. Voilà, on en parlera, j'espère, plus tard. En tout cas, c'est très intéressant d'avoir parlé de la montagne, de la cordée qui est aussi une expérience, vous avez fait allusion tout à l'heure, une expérience du partage, de la persévérance, de la solidarité. Et est-ce que vous avez pu trouver un lien entre cette expérience de la montagne, de la cordée, de la vie en commun en montagne, avec ces 3 jours et 3 nuits passés dans le monastère où vous avez séjourné avec d'autres auteurs? Oui, il y avait Sylvain Tesson, Bec Bédé, enfin chacun à son tour. Alors moi j'avais beaucoup séjourné dans les monastères quand j'étais jeune, puisque j'étais chez les jésuites, donc on faisait des retraites. Voilà, c'est l'occasion de faire de l'introspection et d'énumérer avec une certaine complaisance ses péchés lors de la confession. C'est le principe du catholicisme. Mais j'aimais beaucoup faire des retraites parce qu'on est au calme. En général, c'est des lieux magnifiques. Et là, nous dormions chacun à notre tour dans la chambre de l'évêque. Alors le père abbé m'avait dit, vous savez, ça allait être très austère. Moi, je trouvais que c'était très luxueux. Parce que c'était grand, j'avais un placard. Et puis la fenêtre donnait sur le jardin, on entendait des crapauds qui coassaient une bonne partie de la nuit. Alors je n'ai pas choisi la vie monastique, vous en doutez, pour toutes sortes de raisons, mais je me suis été tenté à l'âge de 14 ans par le petit séminaire, mais je pense que la puberté a emporté ses vérités, heureusement pour moi, je veux dire. Mais j'ai été intéressé de partager pendant 3 jours et 3 nuits le quotidien c'était les frères de Saint-Augustin, qui sont en aube blanche. J'étais frappé de voir que c'était des gens très jeunes. La moyenne d'âge est 40 ans, donc je m'attendais à une assemblée auguste de tête blanche et grise, et pas du tout. Des gens très jeunes, et évidemment, c'est une vie que nous, laïcs, on ne pourrait pas mener. C'est une vie entièrement axée sur la privation, sur la mesure des plaisirs, qui commence, il se lève à 5h30 du matin, et à 6h, il y a je ne me souviens plus comment on dit la première partie. Les laudes, voilà, très bien. Les laudes, malheureusement, j'ai raté à chaque fois, parce qu'en 3 jours, je n'ai pas réussi. Enfin, j'ai quand même réussi à avoir la fin une fois. Bon, c'est très beau, ils chantent en chant grégorien. Donc ça, c'était magnifique. Et ils travaillent dans les champs, et ils ont comme obligation aussi d'aller dans les hôpitaux et dans les écoles pour faire de l'enseignement. Et ce qui est étonnant, c'est que cette abbaye, qui est donc l'abbaye de la Grâce, qui est pas très loin de Narbonne, cette abbaye a une bibliothèque absolument gigantesque. Il y a tout le front Saint-Augustin, enfin, il y aurait de quoi lire pendant des années. Et l'abbaye est divisée en deux, puisqu'il y a une partie a été cédée lors de la Révolution française à des laïcs,
il dépend maintenant de la librairie Ombre Blanche à Toulouse. Et au moment de la parution du livre, il y avait toute une polémique. En saucerie crue chez Don Camillo, c'était vraiment les curés contre les laïcs. Et puis, mais la vie des frères est une vie extrêmement austère. Donc il y a la messe du matin, les laudes, et puis à midi, ils font un point, ils déjeunent. Et les petits déjeuners, les déjeuners et les dîners sont en silence. Et le seul bruit est autorisé, c'est celui d'un frère qui récite un passage des évangiles, et sur un ton monocorde. Alors ça c'est « Et en ce temps-là, Jean parvint au désert et fut tenté par le diable » Et alors en réalité, donc, évidemment, la nourriture est réduite à sa plus simple expression. Une salade de carottes, de betteraves, il y a du vin simplement qui est autorisé, mais c'est du vin des Corbières, mais alors c'est un truc qui vous tape. C'est à 14-15 degrés, et j'avais en face de moi un abbé qui lui picolait comme un... D'ailleurs, je l'ai mis dans le livre, j'ai cafeté, parce que... Alors lui, il descendait, il devenait tout rouge à la fin du repas. Je pense que c'était évidemment son seul péché qu'il s'autorisait dans la vie. Et puis ensuite, les frères ont récréation. Et là, c'est un moment très sympathique après le déjeuner. On se réunit tous et on parle, et on discute. Et là, vous voyez qu'en réalité, il y a la jeunesse des frères est présente, puisque certains ont 20-22 ans. Et je n'ai pas pu m'empêcher de leur poser la question, pardonnez-moi, comment vous faites pour l'amour, voilà, pour toutes les pulsions humaines, comment faites-vous pour résister à tout cela? Et là, évidemment, ça s'est un peu tendu. Ils m'ont dit, non, mais Jésus nous aide. Et ça m'a fait penser, je suis très mauvais esprit, hein, pardonnez-moi, mais j'ai bouffé du curé pendant 40 ans, donc ça revient de temps en temps. Ça m'a fait penser à cette fameuse scène sur France 2, je ne sais pas si vous l'avez vu, au moment des JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, je crois que c'était à Varsovie. Et sur France 2, un journaliste demandait à un jeune prêtre de 22 ans qui avait des joues toutes roses, il disait, mais alors, comment faites-vous sur le plan, pardonnez-moi, sur le plan sexuel? Et le jeune prêtre répond d'un coup, mais on se serre les couilles, monsieur. Oh, pardon, on se serre les couilles. Et voilà, le lapsus. Bon, alors, ce que j'ai appris, c'est qu'effectivement, à l'abbaye de la Grâce, il y a eu quelques cas de dérapage et qui se sont traités par l'exil de ceux qui avaient enfreint la règle. Mais, alors moi, évidemment, je suis plus un homme de la tolérance. Je me dis que quand un frère manifeste trop d'attachement à un autre, je propose qu'on les délivre de leurs vœux et qu'ils aillent vivre leurs amours. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais sinon, bon, c'est très beau, hein, c'est quand même des gens qui font coexister la vie intérieure, la vie de prière et la vie de travail pour la communauté. Voilà, c'est une vie divisée en 3 temps de façon exemplaire. Il y a des grands moments l'hiver d'inquiétude, de dépression, d'angoisse, parce que quand le vent souffle dans les Corbières et qu'il n'y a personne, j'imagine que c'est très dur pour eux. Ils ne voient leur famille qu'une fois par an, ce qui n'est pas très amusant. Ils n'ont pas le droit de téléphoner, ils n'ont pas le droit de disposer. Seuls quelques frères ont un téléphone portable, aucune distraction, pas de cinéma, pas de radio, parfois un concert, beaucoup de lectures. Il y avait beaucoup de philosophes aussi parmi eux. Et puis grâce à eux, le village de la Grâce est devenu un village assez connu. Ils font des tombolas, ils font des matchs de football. Et voilà. Donc c'est intéressant. Non, c'est une belle vie, vouée à Dieu. Moi je préfère grimper, voilà. Mais bon, c'est un choix que je respecte énormément, même si ça n'est pas le mien. Tout à fait, mais sur ces 3 jours, est-ce que le silence et la méditation est une invitation à dépasser un peu le fatalisme d'une société qui est désenchantée, et est-ce que cela porte un peu à une sorte d'espérance? C'est-à-dire que, vous savez, l'Église catholique est en crise profonde pour toutes sortes de raisons, et je pense que s'il doit y avoir un jour un renouveau du catholicisme en France,
catholicisme est la religion majoritaire, mais en réalité, il y a moins de catholiques protestants que de musulmans pratiquants. Je crois que c'est entre 1 et 2 millions de différence. Les protestants, eux aussi, sont en perte de vitesse. Et donc, s'il doit y avoir un renouveau du catholicisme, il viendra non pas du Vatican, qui est là aussi en crise profonde, mais il viendra et des paroisses et des couvents, puisque voilà, ce sont des jeunes gens qui décident de revivre selon l'esprit des évangiles, et donc de secouer tous les sédiments historiques qui ont en quelque sorte sclérosé la vie du Vatican. Et les récents scandales sur la pédophilie n'ont rien fait pour améliorer l'image de l'Église. Mais donc peut-être que les couvents, les monastères, qui ont été très souvent critiqués dans l'histoire, notamment par les protestants, qui voyaient le germe du vice et de la luxure, vont devenir le lieu d'un renouveau de la foi et d'une foi plus exigeante et plus ouverte. Je n'en sais rien, mais en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu à l'abbaye de la Grâce, auprès de gens qui sont par ailleurs charmants et tout à fait bien disposés envers les laïcs que nous étions. Et il y a toutes sortes d'anecdotes très amusantes dans le livre, notamment Simon Liberati, qui était là et qui a fait une crise d'angoisse. La première nuit, les pères ont été obligés d'appeler le SAMU parce qu'il a fait, je crois, une descente de LSD. Voilà, il est arrivé à l'abbaye dans un mauvais état. Et puis Tesson qui n'a pas pu s'empêcher de grimper. Alors Tesson n'a pas pu s'empêcher de grimper. Alors ça c'est un très bon moment aussi. Il a fait descendre les moines en rappel. Et en fait les moines, leurs robes ont gonflé. Donc un peu comme des montgolfières. Et voilà, ça a été un beau moment aussi. Parce qu'en fait, il y a une âme d'enfant chez ses frères. Comme la vie est corsetée par des règles extrêmement strictes, dès qu'ils peuvent arriver à une certaine forme de distraction, ils en profitent énormément. Donc voilà. Et la corde n'a pas lâché pour les moines. Voilà, ça aussi c'est une chose qu'il faut dire en montagne. Dans une cordée, il y a une valeur fondamentale, c'est la confiance. Si vous vous méfiez de votre guide ou de votre premier de cordée, il faut rester en bas. Notamment lorsque vous faites un rappel avec le vide en dessous. Pour moi, c'est quelque chose de très jouissif, le rappel. C'est-à-dire tomber dans le vide, tomber de façon mesurée, c'est extraordinaire. Voilà, c'est magnifique. Mais si vous vous dites, le gars au-dessus de moi, il va très doucement couper la corde pour se débarrasser de vous, ça gâche un peu le plaisir. Et justement, là, j'ai fait il n'y a pas longtemps un rappel, et j'étais avec un ami qui, lui, n'était pas du tout en confiance et qui s'est mis à souffler, qui était en hyperventilation jusqu'en bas parce qu'il avait peur. Mais je pense à la confiance, l'amitié, le dévouement dans une cordée, ce sont les valeurs essentielles. Et donc là, vous touchez vraiment au fondement de la solidarité humaine. Tout à fait. Écoutez, merci pour ce brillant exposé de votre relation avec la montagne. Auriez-vous des questions à poser à Pascal Bruckner? Oui, alors Jean-François. Non, moi, ce que j'ai aimé dans votre livre, c'est que par rapport au livre consacré à la montagne, il n'y a pas de description du course. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que vous décrivez dans le premier chapitre la neige et tout ce que ça vous inspire, puis après pourquoi on grimpe, l'analyse du monde animal, des relations entre nous et l'homme. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Mais il n'y a pas de description de course, et ça c'est très intéressant. Oui, alors monsieur me dit que dans mon livre, il n'y a pas de description de course, c'est plutôt une description de l'atmosphère de la montagne. Oui, parce que moi je suis venu à la montagne comme tous les enfants, c'est d'abord par l'émerveillement devant la neige qui tombe. Et ça reste pour moi le phénomène le plus magique, puisque c'est un peu comme si le monde revêtait un habit de lumière. Alors vous savez, à Paris, il n'y a pas beaucoup de neige, mais il y en a eu beaucoup il y a 2 ans. Et pendant 2 jours, Paris a été submergé par la neige. On a même fait du ski sur la butte Montmartre. Et il y a eu des vidéos, beaucoup de vidéos qui ont été faites un skieur assez casse-cou qui fonçait et qui tombait à chaque fois, qui se relevait, qui tombait, puisque sous les jardins de Montmartre, il y a des plaques en métal. Mais la neige à Paris, c'est, disons, au maximum 24 heures de blancheur et 48 heures de gadou.
Vous savez, il y a la fameuse phrase de Shakespeare, où va le blanc quand fond la neige? C'est une phrase absolument magnifique. Ben, il va dans les égouts, dans les caniveaux à Paris. Et en montagne, évidemment, ça tient beaucoup plus longtemps. Et c'est vrai que dans mon amour de la montagne, il y a aussi l'amour des vaches. Alors je sais que ce n'est pas un animal aussi noble que le chamois ou le bouquetin, mais j'ai une passion pour les vaches qui ne se dément pas. Et hier encore, avec ma fille, nous avons été pris dans un troupeau de vaches qui nous a donné des sueurs froides, mais nous sommes passés vaillamment devant ces bêtes énormes et quand même très cornues par rapport à notre peau. Oui, je voudrais tout d'abord vous dire que certainement, comme tous vos lecteurs qui ont passé un certain âge, j'ai apprécié les dernières phrases de votre épilogue. D'ailleurs, peut-être que vous pourriez améliorer votre droit d'auteur en proposant l'assurance maladie qui, dès qu'on a passé 60 ans, vous incite à passer tous les examens possibles, vous serez porté rester dans votre chaise pour ne pas risquer quoi que ce soit. Et je trouve que votre épilogue redonne aux gens de notre génération beaucoup d'espoir, et en tout cas la volonté de continuer à faire des choses dynamiques et à montrer. Je voulais vous poser une question. Quand vous êtes en montagne, est-ce que le philosophe s'efface totalement derrière les grimpeurs? Est-ce que vous parlez de Sisyphe? Vous parlez de Sisyphe heureux. Alors, quand vous montez, est-ce que vous vous contentez d'être le Sisyphe heureux? Ou est-ce qu'un grimpeur, je pense qu'il est content quand il a vraiment atteint le sommet, il est heureux quand il a atteint le sommet, c'est le cas de Sisyphe. Quand vous montez, est-ce que le philosophe s'efface totalement derrière les grimpeurs? Alors là, je vous garantis que le philosophe, il n'est pas là. Non, c'est les douleurs dans les jambes, c'est les mollets qui tirent, c'est le ventre tordu, c'est les tendons qui font mal. Non, on peut philosopher en descendant, parce qu'on a fait le plus dur. Et alors là, quand je suis avec un copain ou en famille, on discute, on gamberge, mais en montant, bon, il n'y a pas de place pour la philosophie, le corps vous submerge complètement. Et donc là, effectivement, on est entièrement à ce qu'on fait. Vraiment, c'est centimètre par centimètre. Dans l'escalade, c'est les prises. Il faut assurer la main gauche, le centre, anticiper les montées. Ce que vous dites sur l'âge, vous avez parfaitement raison. Il y avait une publicité qui m'avait beaucoup choqué sur France Inter il y a quelques années. C'était, en général, à l'heure du déjeuner, c'est vous ouvrez une porte, vous tournez à gauche dans le couloir, vous ouvrez une autre porte, et là, vous faites votre test colorectal. Ils sont malades de faire ça à l'heure du déjeuner. Alors je sais bien qu'on peut attraper un certain nombre de maladies en vieillissant, mais effectivement l'âge est vu par les assurances et les organismes de santé comme étant la synonyme de maladies innombrables. Donc on invite le citoyen ordinaire, homme ou femme, à rester chez lui, à se faire tester pour coûter moins cher à la sécurité sociale et surtout ne pas prendre de risques inutiles. Je pense que c'est une... Ajoutez votre épilogue au message préventif. Comment? Faites ajouter votre épilogue au message préventif. Ah oui, là oui, effectivement, je pourrais peut-être exiger des droits d'auteur intéressants, mais en général, on a une vision beaucoup trop précautionneuse de la vieillesse, et en réalité, on ne se rend pas compte qu'avec le gain d'espérance de vie, qui est de 20 à 25 ans depuis la Seconde Guerre mondiale, la vieillesse n'est plus synonyme de faiblesse ou d'infirmité, mais au contraire d'activité, de dynamisme. Alors on peut prendre sa retraite, ça ne veut pas dire qu'on va tout d'un coup s'enterrer et qu'on va devenir un bidochon, justement, comme la fameuse bande dessinée qui regarde la télé avec leur chien à côté d'eux. Le chien ne rêve que de lire Emmanuel Kant et la critique de la raison pure, et les maîtres lui disent arrête de lire ces cochonneries, regarde la télé, ça c'est beaucoup plus intéressant. Donc il y a toute une réévaluation de ce qu'on appelait la vieillesse aujourd'hui, qui est, je pense, que moi j'ai rebaptisé l'été indien de la vie, parce qu'effectivement c'est comme une troisième jeunesse au seuil du grand âge. Alors, le grand âge existe, mais quand vous savez qu'il y a aujourd'hui plusieurs centenaires célèbres en France, je trouve qu'on ne devrait pas considérer que les sexagénaires ou les septuagénaires sont en quelque sorte des zombies en marche vers la tombe. Au contraire, c'est des gens qui peuvent être hyperactifs et au contraire avoir un message positif à adresser aux générations qui les précèdent immédiatement. Donc effectivement,
continuer vous savez, je cite à la fin du livre un proverbe tibétain, une fois arrivé au sommet, continue à grimper. Je crois que ça c'est une magnifique exergue pour toute espèce de philosophie de la vie. C'est-à-dire qu'au-delà du sommet, il y a encore un autre sommet qui nous attend, et jusqu'au final. Peut-être une question sur votre revenir au livre. En fait, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle entre écrire un livre et monter un sommet? Est-ce que c'est pas à chaque fois beaucoup d'efforts, une espèce de libération quand on a fini? Oui, oui, vous avez raison. Sauf qu'évidemment, il y a beaucoup plus de sommets qu'on ne pourra écrire de livres, et que dans le livre, il y a une sorte de tristesse une fois que le livre est fini, parce que c'est comme un accouchement, c'est-à-dire qu'on a peiné, on a cru ne jamais y arriver, et puis une fois le livre terminé, ben, il faut déjà songer au suivant. C'est une libération. Après, il y a plusieurs salles. Il y a la promotion du livre, il y a sa vie. Ah, il pleut. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a la vie post-publication, et c'est une vie. Alors, la vie des livres après la publication, c'est une vie multiple. Mais vous savez, comme je suis au jury Goncourt, donc là, je vois un certain nombre d'auteurs que le Goncourt a tués. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce Goncourt 1976. L'Épervier de Maheu. Bravo. Voilà, je suis content de voir qu'il y a des gens qui ont mes références. Donc l'Épervier de Maheu, c'était un prix Goncourt 76 qui avait eu des ventes gigantesques et mais qui avait tué l'auteur, stérilisé l'auteur. Et quelques années après, il a publié le prix d'un Goncourt. C'est-à-dire le prix du Goncourt, ça avait été qu'il était incapable d'écrire un autre livre et qu'au fond, il ne pouvait pas survivre à cette gloire qui avait été aussi éphémère que grandiose. Et j'entendais récemment sur France Inter ou France Culture Mohamed Bougarsar, qui m'a donné le Goncourt l'année dernière, qui dit, voilà, ça fait presque 1 an maintenant que je tourne dans le monde entier, je ne suis pas sûr d'arriver à écrire un autre livre. Il a 33 ans, et on lui a envoyé collectivement un petit mot en disant, Mohamed, il ne faut pas déconner là, on vous a donné un chèque pour faire une œuvre, vous n'allez pas caler après un premier grand prix. Mais, et donc voilà, après un livre, il y a l'espérance d'un prochain, mais il faut évidemment avoir la capacité de l'inspiration et retrouver une idée, une bonne idée, que ce soit dans le roman, que ce soit dans l'essai ou dans la réflexion. Je crois que nous avons peut-être un peu la mémoire courte. J'ai entendu parler tout à l'heure de l'effondrement des grues, des glaciers qui fondent à toute allure. Je rappelle qu'à tout près d'ici, il y a un endroit qui s'appelle le Dérochoir, que la montagne s'est effondrée il y a déjà pas mal un siècle ou deux, même 2 siècles. Il y avait un endroit, Servoz, qui s'appelait le lac. Oui. Il n'y a plus de lac. Ça a été bouché par ce qui est tombé du Dérochoir. Je voudrais rappeler que les glaciers ont une vie agitée. Et en 1892, un glacier s'est effondré au-dessus de Saint-Gervais. Ça a été une catastrophe, et des catastrophes de ce genre, nous en avons sans arrêt. N'ayons pas la mémoire. Mais oui, bien sûr, vous avez raison. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, les nouvelles allaient moins vite, les montagnes étaient moins fréquentées, et donc les risques d'accident étaient moindres. Mais Saint-Gervais, il y a eu plusieurs centaines de morts, je crois, à la place de ce qui est aujourd'hui l'hôtel du parc. Je peux me tromper, mais les stations thermales, oui. Et donc, effectivement, mais de tout temps, la montagne a été synonyme de danger, comme la mer d'ailleurs. Donc, on ne monte pas en montagne impunément. Et moi, j'ai visité l'année dernière le cimetière de Chamonix sous la neige. Je suis frappé par le nombre et la beauté des épitaphes, le nombre de gens qui sont morts. Et j'avais vu dans un cimetière je crois que c'était dans les Alpes du Sud, cette très belle phrase, patient, souviens-toi que tu fus ce que nous sommes et que tu sauras ce que nous sommes. Voilà, je dis mal, patient, que nous fûmes ce que tu es aujourd'hui et que tu seras ce que nous sommes maintenant. Et évidemment, c'est une phrase qui résume tout à fait la condition humaine. Dernière question. Dans votre livre, vous nous dites que son attitude joue un rôle essentiel, le passage entre 2 royaumes, celui de la trivialité et celui de l'intensité. D'accord.
et celui du profane et du sacré. Pouvez-vous nous expliquer ces passages? Voilà, ouais. Alors j'en ai pas parlé avec Michel Morisseau, mais c'est vrai que pour moi, une des dimensions de la montagne, c'est presque une dimension religieuse, au sens qu'on échappe à la vie ordinaire, on échappe à la laideur des plaines. Et chaque fois que je vais à la montagne, quelle que soit la saison et l'époque, lorsqu'on quitte la plaine et qu'on monte, on se dit, ben là j'accède au royaume. C'est le royaume du haut. Et le retour dans la plaine, c'est le royaume du bas, c'est-à-dire voilà, c'est le royaume de la vie ordinaire, des hommes affairés, du travail, de l'agitation. Et plus l'on monte, plus il y a une sorte d'épuration des préoccupations, des soucis, de l'air. Et pour moi, une des beautés de la montagne, c'est qu'on respire mieux. Tout simplement, les poumons sont aérés, le cerveau est mieux ventilé, et on est dans et on a le sentiment d'accéder à une société des élus. Hein, il y a une forme d'élection. Alors évidemment, c'est une élection où on est plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers, et d'où la déception quand on arrive en haut d'un sommet de voir qu'il y a déjà plusieurs dizaines de gens qui ont fait la même chose, qui saucissonnent, qui discutent. Alors vous pensiez être le seul à avoir réalisé cet exploit, mais oui, c'est pour ça que j'ai sous-titré mon livre Petit traité d'élévation, parce que oui, monter, c'est vraiment s'élever, non seulement physiquement, mais même spirituellement. Et donc si je devais embrasser une religion, ça serait plutôt une religion de l'altitude. On ne croit pas forcément en Dieu, mais en haut d'une montagne, il y a les dieux. Hein. Dans toutes les religions, les dieux habitent les sommets, que ce soit les dieux d'Olympe, ou le dieu chrétien. Il y a des croix tout en haut des principaux sommets, mais oui, il y a une certaine sacralité de la haute altitude qu'on ne peut pas, et d'ailleurs sacralité qui n'est pas forcément, comment dire, qui n'est pas forcément compatible avec l'humanité. Parfois on étouffe, parfois c'est beaucoup trop dur, on a besoin de redescendre. Et donc voilà, ça fait partie aussi de cette magie alpine que l'on recherche quand on monte. Et c'est une sensation que j'aime redécouvrir chaque année. Voilà, merci. Donc, merci à vous. Je voudrais vraiment remercier chaleureusement Pascal Bruckner d'avoir pris en route ses vacances pour vous rejoindre, et je vous recommande vraiment son dernier ouvrage, Dans l'amitié d'une montagne, Petit traité d'élévation, et puis 3 jours et 3 nuits en partage avec une dizaine d'autres écrivains pour ces 3 jours à la Grâce. Donc vraiment, je voudrais le remercier et retenir un peu son message qui est que la montagne reste un lieu magique, un lieu de haute spiritualité, que c'est aussi un lieu de souffrances qui sont subies ou choisies, en tout cas qui sont désirées, et qui sont surmontés par un moment rare de volupté quand un objectif est atteint, quel qu'il soit et où qu'il soit. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel.